Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Facebook Live. On est sur la page du Figaro étudiant, on est sur la page du Figaro sur Facebook, et également sur le Figaro.fr. Alors on va parler aujourd'hui du développement informatique et du code. On va en parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. L'industrie du numérique a recruté l'an dernier 50 000 cadres et elle prévoit d'en recruter le triple d'ici à 2 ans. Et pour accompagner cette tendance, le gouvernement a lancé dès 2015 la Grande École du numérique. Donc c'est un consortium de 400 écoles labellisées, dont 60% qui n'existaient pas avant. Parmi elles, les plus connues s'appellent 42, le Wagon ou Simplon, donc des formations d'un genre nouveau où les profs sont parfois remplacés par des machines, où les étudiants n'ont parfois pas le bac, mais d'où les diplômés sont souvent recrutés à prix d'or. Nicolas Sadirac, bonjour. Bonjour. Alors vous avez cofondé en 2013 l'école 42, qui est une formation gratuite financée par son président Xavier Niel, on reverra ça tout à l'heure, qui s'échelonne à peu près sur 3 ans, mais enfin ça peut aller de 1 à 3, 4, ça dépend. Vous nous raconterez tout ça tout à l'heure. Agnès Bazin, bonjour. Vous êtes responsable des ressources humaines chez Doctolib, une plateforme de mise en relation entre des patients et des médecins sur Internet. En 4 ans, l'entreprise a recruté 400 salariés, dont 50 dans l'équipe technique. Je crois que vous voulez doubler ce chiffre cette année, donc sur les développeurs, les profils informatiques. Donc ensemble, on va parler de tous ces profils, mais d'abord la base de la base, les langages informatiques, donc, qui s'appellent Python, SQL, Java, etc. sont un peu des hiéroglyphes pour les non-initiés. Nicolas Sadirac, est-ce que vous pouvez expliquer aux internautes du Figaro ce qu'est le code, ce qu'est le développement informatique et à qui s'adresse-t-il? Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué, ce que vous me demandez. Donc, je peux expliquer assez facilement ce qu'est un langage. Le code informatique, enfin, on ne peut pas parler du code informatique. Le fait de coder, en fin de compte, c'est plusieurs choses. C'est un état d'esprit qu'on appelle computer thinking. C'est une façon de penser. Comme on a l'esprit scientifique, on a l'esprit computer thinking. Et après, c'est ce qu'on va appeler une culture. Cette culture, elle va être liée souvent à un langage, et souvent à un langage et ce qu'on appelle un framework, c'est un environnement dans lequel ce langage permet de s'exprimer. C'est-à-dire, quel langage, quel environnement? Alors, les langages, vous avez par exemple, vous parlez de Python, et on va avoir Django qui va avec, on va avoir du Symfony et du PHP. Ce sont des environnements qui permettent de réaliser des actions, qui vont être un site web, qui vont être un logiciel, qui vont être une plateforme sur un mobile, qui vont être un ensemble de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, en réalité, ça n'a strictement aucune importance. D'accord. C'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à créer, à inventer des nouveaux produits, des nouveaux usages, ou en tout cas à participer à un processus global d'une entreprise agile qui va être capable d'inventer en permanence et de se réinventer en permanence. Donc ces langages, ils passent leur temps à changer, ils passent leur temps à évoluer, ils passent leur temps à se révolutionner. Ce qui fait qu'on est un bon informaticien ou pas ne vient pas du fait qu'on connaît tel langage ou tel langage. La vraie qualité, c'est sa capacité à, avec ces outils, être capable de co-inventer quelque chose avec des utilisateurs, avec la DRH, avec le service juridique. Donc c'est avoir un ensemble de personnes qui, ensemble, sont passionnées pour inventer des nouveaux produits qui vont amener des nouveaux services, des nouveaux usages à leurs utilisateurs. Mais dans l'esprit de tous, le développement informatique, c'est une matière qui est très technique, c'est un métier qui peut être très technique. Est-ce que les profils de développeurs que vous voyez à l'école 42 ou que vous voyez chez Doctolib, est-ce que ces profils-là sont des profils de matheux, de bosseurs en scientifique? Qui ils sont exactement? Alors déjà, je ne pense pas que ça soit très technique. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle très technique. Non, mais si vous voulez, par exemple, faire un meuble, c'est très technique. Oui. Être menuisier, c'est très technique. Ça peut l'être. Mais c'est aussi artistique. Oui. Parce qu'il faut faire un meuble s'il a de la valeur que si vous faites. Et l'informatique, c'est pareil. C'est un métier d'art. C'est un métier dans lequel ce qu'on apporte, c'est sa créativité. Donc bien sûr qu'il faut maîtriser l'outil, comme n'importe quel charpentier, ou même un peintre. Vous avez un peintre, un artiste peintre, si c'est pas peindre, il ne sait pas peindre. Donc il y a de la technique à maîtriser. Par contre, la technique est un élément de base, très simple. Par ailleurs, le rapport qu'on fait, et ça, il est historique sur l'informatique, entre l'informatique et les mathématiques, mais il est totalement obsolète et il n'a pas de sens. Aujourd'hui, dans nos étudiants, on a 40% d'étudiants qui n'ont pas le bac, des étudiants qui sont brillantissimes, puisqu'on a des étudiants qui font normal, donc ils sont brillantissimes en maths, d'autres qui savent pas du tout faire de maths ou très peu de maths, et ces étudiants réussissent très bien à apporter leur valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de mathématiciens en informatique, ça veut dire qu'on a besoin de tout le monde, parce que c'est une entreprise co-créative, et que chacun doit apporter son vécu, son expérience, sa culture, et qu'ensemble,
on co-crée les choses. Donc vous ne définissez pas un profil type, on peut pas définir un profil type Alors, de l'étudiant qui passe par votre école. Il y a une partie que je dirais qui est commune, c'est cette passion, cette envie de créer, cette capacité à collaborer, parce que je crois qu'on n'a plus de capacité créative individuelle, c'est-à-dire que c'est pas qu'on en a plus, mais c'est qu'elle est déjà dépassée, donc c'est très compliqué de créer des choses tout seul dans son coin. L'image de l'informaticien qui vit dans un sous-sol et qui parle à personne, qui reçoit des fax et tout ça, c'est fini, ça n'existe plus, c'est des équipes qui créent. Ce sont des gens qui sont qui interagissent, et souvent d'ailleurs qui sont dans plusieurs équipes, c'est même pas une équipe, c'est plusieurs interactions, et des fois même aujourd'hui de plus en plus on s'aperçoit que c'est même plusieurs sociétés, c'est-à-dire que les gens bougent entre les sociétés et s'alimentent de la créativité d'une sur l'autre, et donc ce sont des écosystèmes complexes, donc ce sont des gens capables de gérer la complexité, capables de gérer la créativité, capables de gérer les équipes et les relations humaines, parce que c'est souvent beaucoup de relations humaines, aujourd'hui il y a des logiciels où il y a plusieurs centaines de personnes. Il y a aussi du management, il y a aussi Il y a du management, mais peut-être de notre type. C'est un management qui est de plus en plus un management de la passion et de l'engagement, plus qu'un management de l'organisation et de la hiérarchie. Parce que le système hiérarchique, il marche bien, mais il stérilise la créativité en partie. Donc il y a un travail à trouver un équilibre. Bien sûr, il y a toujours, quand vous avez 600, 700 personnes qui travaillent en même temps, il y a un peu d'organisation, il y a un peu d'hiérarchie à mettre en place, il y a un peu d'ordre, mais si vous mettez trop d'ordre, le système très hiérarchique qu'on a connu pour fabriquer des objets en grande quantité très précise, ce qu'on a fait pendant longtemps, il est aussi castrateur par rapport à cette créativité dont on a besoin. Et donc les entreprises sont toutes en train de chercher la bonne adéquation entre combien je mets d'agilité, combien je mets de hiérarchie, combien... Voilà. Et puis ça dépend aussi de quelle fonction. On en reparlera tout à l'heure sur la façon de fonctionner de l'école 42. Je rappelle que vous en êtes le cofondateur. On en parlera tout à l'heure parce qu'elle est très particulière et effectivement, d'un point de vue hiérarchique, elle est tout à fait révolutionnaire, enfin en tout cas dans les écoles qu'on connaissait. Mais peut-être revenir aussi, puisque chez Doctolib, c'est l'une des bases de votre métier. Vous êtes une plateforme à la fois sur smartphone et sur ordinateur, mais en tout cas, c'est une plateforme Internet. Comment est-ce que vous recrutez ces profils-là? Il y en a, on l'a dit tout à l'heure, 50 sur les 400 salariés de l'entreprise. Vous allez doubler le nombre de profils informatiques en tout cas. Où est-ce que vous les recrutez? Comment vous les recrutez? Et aussi, est-ce qu'ils travaillent au -1? Est-ce qu'ils ont des grosses lunettes de taupe? Ou alors c'est devenu vraiment cool d'être développeur comme on peut le croire un peu maintenant? Tout d'abord, c'est vrai que pour rebondir sur le propos, je pense que l'image du développeur qui est la personne dans son garage ou qui est seulement dédié au code et qui ne comprend que ça et en fait est terminée. Et nous, je pense que la meilleure preuve, c'est que parmi les 3 cofondateurs de Doctolib, il y a 2 développeurs, Yvan et Jessie, qui étaient diplômés de l'EPITA en 2008. Et donc, dès le début, ils sont bien sûr développeurs, mais ce sont aussi des entrepreneurs et qui ont porté dès le premier jour la vision produit. Pour rajouter ce que je pense, c'est entrepreneur et développeur, c'est synonyme. C'est-à-dire que le développement, c'est une entreprise. C'est développer, c'est créer. Donc, c'est une entreprise. Prendre une action. Okay, il y a 2 façons de travailler. Soit vous recevez une instruction en vous disant « faut faire ça », soit vous devez amener ce que vous avez dans ce qu'on vous demande. On vous confie un objet, on vous dit « on veut aller là, comment vous nous aidez ?» Et à ce moment-là, on devient entrepreneur. Donc chaque personne est intrapreneur à son niveau à l'intérieur d'une structure. Et c'est vraiment très fortement lié, ce côté développeur et entrepreneur. On ne peut pas les dissocier. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est complètement passif, qui fait un bon développeur. Mais ces développeurs, justement, vous allez les chercher où aujourd'hui? Puisque les vieilles écoles d'ingénieurs qu'on connaît tous, ce ne sont pas forcément celles qui forment aujourd'hui les meilleurs développeurs. Où est-ce que vous les cherchez? Dans quelles écoles? Est-ce que c'est vraiment possible, comme vous dites, Nicolas Sadirac, de ne pas du tout avoir le bac et de se retrouver en haut de l'affiche d'une belle start-up française? Comment ça marche? Où est-ce que vous les recrutez? Bien sûr. Alors, en fait, c'est un vrai défi aujourd'hui de recruter de bons profils techniques, puisque évidemment beaucoup d'entreprises à Paris et dans le reste de l'Europe c'est une chasse au trésor. Cherchent des profils similaires. Et donc en fait, ce qui est important tout d'abord, en fait, c'est d'offrir sur le fond un change intéressant pour les équipes. Et c'est vrai que chez Doctolib, notre objectif, c'est de faciliter l'accès aux soins et améliorer l'efficacité du système de soins. Et c'est un challenge produit en termes de solutions qui intéresse beaucoup de profils techniques aujourd'hui, puisqu'il y a encore énormément de choses à faire aujourd'hui pour améliorer le soin grâce au numérique. Et donc là-dessus, c'est la première chose. Après, il faut proposer de bons défis techniques également, puisque aujourd'hui, nous, on a 15 millions de visiteurs par mois, parfois quasiment 100 000 visites en temps réel. Et donc, pour ça, il faut pouvoir prouver aux développeurs qui vont venir chez nous que les challenges techniques sont intéressants. Donc en fait, pour ça, on communique là-dessus sur des blogs, des meet-up, etc. Aussi au sein des écoles. Donc on travaille, en fait, les écoles ingénieurs traditionnelles
traditionnel fonctionne aussi bien, puisqu'en fait aujourd'hui on voit par exemple, on était récemment à Télécom Paris, c'est pas une école de développement, mais certains ingénieurs se rendent compte qu'aujourd'hui s'ils veulent être entrepreneurs et participer à des projets de création d'entreprise où ils vont pouvoir avoir un impact en fait très rapide sur la création d'un produit, etc., ils apprennent parfois en parallèle de leurs études et de leur côté, ou sur Internet, avec des amis sur des projets qu'ils font à côté. C'est pas que le salaire qui les attire. Parce non, pas du tout. On sait que alors les salaires, ça tourne dès la première embauche, ça peut tourner autour de 40 000 euros annuels. C'est des salaires gigantesques, c'est des salaires de sortie de très grandes écoles. Et ça c'est une base. Vous êtes obligé d'abord d'offrir un très gros salaire. Alors en fait, la concurrence ne se fait pas du tout, je pense, sur les salaires, puisque évidemment, toutes les entreprises, ils seraient perdants d'aller dans une escalade des salaires. Donc aujourd'hui, la différenciation, je pense, c'est la manière dont on peut pousser les profils techniques à nous rejoindre. C'est d'abord par la qualité de la mission, et ensuite c'est la qualité de l'organisation en interne, d'être sûr que très rapidement, ils vont pouvoir prendre des responsabilités, être exposés aux produits, comprendre pourquoi ils travaillent et quelle est la finalité de ce qu'ils font. Je crois que ce qu'on essaie de dire là, c'est qu'aujourd'hui, finalement, ce qui motive les jeunes, et je pense que ce n'est pas que les développeurs, je pense que c'est plus d'une façon générale les jeunes, en tout cas ceux que je rencontre, peut-être que j'ai de la chance, mais beaucoup sont plus dans une logique de carrière, sont dans une logique d'intérêt. C'est-à-dire qu'ils veulent comprendre à quoi servent ce qu'ils font, ils veulent avoir l'impression d'aller faire quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se lèvent tous les matins en se disant « je vais participer à quelque chose qui est bien, avec des gens que je respecte, avec qui j'ai envie de travailler, parce que je n'ai pas envie de me forcer à travailler. » Et ça, je pense que c'est pas... Alors, dans les développeurs, c'est indéniable parce que dans les développeurs, c'est très fort parce qu'il y a une pénurie. Donc le développeur a le choix, absolument. Je crois que je connais aucun développeur aujourd'hui qui va travailler en étant de mauvaise humeur parce qu'il est obligé pour manger. Ça n'existe pas. Enfin, j'en connais pas en tout cas. Par contre, c'est valable aussi dans plein d'autres domaines. Aujourd'hui, les gens ont besoin de sens à ce qu'ils font et des fois, les gens le font malgré ça et souffrent beaucoup. Mais aujourd'hui, on a besoin de comprendre. Le fait de travailler sur quelque chose qui n'a pas de sens, c'est comprendre. Une deuxième chose qui a été dit, qui n'a peut-être pas été appuyée, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une vraie recherche de développeurs. Il faut dire plusieurs choses. Les développeurs, ce n'est pas un seul objet. C'est plein de gens différents. Et certains développeurs vont être très efficaces dans une société et être très productifs et vont aider cette société et être totalement inefficaces à côté parce que c'est une culture. C'est pareil, c'est comme une école de création. Vous avez une entreprise là-dessus, c'est une création commune, c'est une œuvre collective. S'il y a des gens qui adhèrent pas, ils peuvent être géniaux en programmation. Ça peut être les mecs les plus brillants du monde. Et ben ça ne marchera pas parce qu'ils ne vont pas s'intégrer. Ils ne vont pas faire cette espèce de magie qui fait qu'on devient une équipe co-créative, agile, qui invente des choses, qui a des nouvelles idées. Si vous mettez quelqu'un dedans, même s'il est génial, qui bloque tout le monde, que les gens ne sentent pas bien, qui ne comprennent pas ses motivations, et ben ça va faire une sorte d'atrophie et les gens vont plus comprendre et vous risquez de perdre toute la valeur de votre structure parce que vous avez mis quelqu'un de formidable dedans que les gens ne respectent pas. Donc c'est une vraie alchimie. Ouais, et c'est là en ça que, en fait, pour recruter, vous disiez, bien sûr, il y a les écoles et évidemment tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Mais une des choses clés, en fait, c'est d'avoir un processus de recrutement qui permette de valider ça. Déjà, en fait, l'adéquation culturelle sur la manière de développer, la manière de travailler en équipe, etc. Et donc, pour ça, en fait, on a développé des processus de recrutement qui sont complètement différents des autres, des processus de recrutement pour les autres profils. Ça ressemble à quoi, du coup? Donc, en fait, le principe, c'est qu'il y a déjà un premier filtre qui est sur le niveau technique, donc par des tests techniques qui sont faits à distance, etc., après un premier contact avec l'équipe de recrutement. Le but, c'est d'apprendre à se connaître et ensuite de valider qu'on est sur un niveau technique suffisant. Qui est suffisant pour la structure. Et ensuite, la clé, c'est qu'en fait, chez Doctolib, ce qu'on fait, c'est une demi-journée en immersion dans les équipes. Donc, les gens viennent une demi-journée chez Doctolib. Et ça, c'est spécifique pour ces profils-là. Alors, on le fait parfois pour d'autres métiers, mais c'est beaucoup... vous le faites systématiquement. Voilà, dans les équipes tech, c'est systématique. Réalité, on le trouve dans tous les métiers un peu créatifs. Quand personne n'aurait idée d'aller chercher quelqu'un qui va aller au codir d'une boîte et de ne pas le faire rencontrer. Non, mais on n'imagine pas forcément que c'est un métier créatif. Oui, mais je pense que ça aussi, c'est l'erreur de fond aujourd'hui. Et en plus, c'est pas une si grosse erreur que ça, parce que ça a été un métier très technique. Pendant très longtemps, si vous voulez, dans les entreprises, on a
informatisé, ce qui a consisté finalement à faire de la traduction. C'est-à-dire qu'on avait des processus d'entreprise qui existaient, on prenait ces processus, on faisait un cahier des charges et après on mettait les informaticiens à coder pour fabriquer ça. On n'est plus dans cette phase, on est dans une phase de co-créativité. C'est-à-dire qu'on est on est dans la transformation digitale. On n'est plus en train d'informatiser, ça c'est fini, on est en train de transformer notre économie avec le digital. Du coup, l'informaticien, il a une place dans la partie de création, de définition du cahier des charges. C'est-à-dire qu'il fait partie intégrale de l'objectif, et plus simplement. Et donc là, du coup, l'espèce de geek, comme vous parlez, qui est au sous-sol, machin, ça c'est terminé. Il peut plus. Il n'y a plus cet effet de créativité. Mais justement, dans cette espèce de geek qui ne peut plus, etc., en règle générale, vous avez été assez dur avec le modèle de l'éducation nationale, le modèle de formation globale. Vous avez expliqué que c'était un modèle qui allait droit dans le mur. Je vous avais eu au téléphone à ce propos il y a 6 mois, avec des professeurs qui cherchaient à se répliquer eux-mêmes et à se répliquer en formant du coup des réplicants. C'est ce que vous me disiez. Je voulais juste savoir si vous aviez gardé un œil sur la réforme du bac qui vient de paraître, avec notamment la matière humanité scientifique et numérique, où donc on va accéder, c'est nouveau, à une forme d'apprentissage, ou en tout cas on va découvrir ce qu'est le métier de développeur informatique dès le bac. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que c'est bien ou est-ce qu'il faut faire encore plus Alors, j'ai assez peu vu ça parce que j'ai pas trop eu le temps. Alors je vous le dis, voilà, une matière qui arrive. Non, mais j'ai quand même lu un peu. Une matière qui arrive au lycée, qui sera obligatoire. J'ai quand même lu un peu dessus. Je pense que sur le principe, c'est une excellente idée. Si elle est en plus apportée dans le sens qu'on vient de dire, c'est-à-dire des humanités, je pense que c'est exactement le bon sens. Ce n'est pas le terme, et c'est le bon. C'est exactement le bon. C'est un problème humanique. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que l'informatique, c'est un ensemble de conventions entre êtres humains. C'est en rien à voir avec une science. Et une science, c'est fait pour étudier la nature. L'informatique, c'est quelque chose donc c'est une science humaine au mieux. Et c'est une humanité au sens propre du terme. Donc si on arrive à faire le lien clair entre l'humanité, parce que finalement un informaticien, vous savez, quand la formation technique pour lui apprendre à coder, on sait le faire à des enfants de 6-7 ans. Donc c'est pas compliqué de coder. Ce qui est compliqué, c'est quoi en faire. C'est comme écrire. On sait tous parler. Dire des choses intelligentes, c'est les humanités qui font la différence. Okay, là, c'est pareil. Un informaticien qui sait coder, sincèrement, en 3-4 mois, on apprend à n'importe qui à coder. Est-ce qu'il va en faire quelque chose d'intelligent? Est-ce qu'il va être capable d'interagir avec les gens? Ça dépendra de son profil et de ça dépendra de son humanité, exactement. Alors je rappelle que vous pouvez poser des questions sur les pages Facebook du Figaro étudiant, exactement comme Nicolas, bonjour Nicolas, qui nous demande si c'est mieux, alors peut-être avec vous Agnès Bazin, s'il vaut mieux se diriger vers un métier de freelance ou essayer de chercher tout de suite un CDI, en sachant qu'il y en a beaucoup, à la sortie d'une école de développement. On verra ça tous les deux, mais peut-être avec vous Agnès au départ. Est-ce qu'on peut continuer en freelance? Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec des modèles de freelance parce que ça apporte une certaine flexibilité. En revanche, nous, chez Doctolib, on a fait le choix d'avoir tout le monde qui soit en CDI en interne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on investit beaucoup aussi sur la formation et le parcours d'intégration des équipes techniques pour qu'elles connaissent correctement Doctolib, le projet, qu'est-ce qu'on veut apporter en fait au monde de la santé. Et donc, on a un programme de 2 ou 3 semaines, les premières semaines. Vous ne travaillez pas avec des freelances. Exactement. Donc, en fait, comme on investit dans partager avec eux le projet, la vision produit et qu'ils puissent comprendre en fait de l'intérieur l'entreprise et comprendre ce qu'on veut faire, on n'a pas trop d'intérêt à avoir des personnes qui ont vocation à travailler par exemple pour plusieurs entreprises à la fois, puisqu'en fait on a un tel besoin qu'on préfère internaliser l'équipe. Après, ça nous arrive aussi de travailler avec de très bons freelances, peut-être ça coûte plus très pour cher une aussi, période de test. De travailler avec des freelances. Mais voilà, si ça coûte à la fois très cher et c'est moins cher. Parce que sinon, on ne le ferait pas. Ça ferait moins cher que d'internaliser cette même compétence. Qui serait en plus il y a beaucoup de fondateurs de startups qui sont des développeurs. Et puis en plus, ce serait certainement malheureux. Il faut encore comprendre que si vous n'êtes pas capable d'amener un niveau de complexité, un niveau de développement à cette personne, au bout d'un moment, elle va être malheureuse. Donc si vous avez un problème qui est extrêmement compliqué, extrêmement mais qui va représenter quelques semaines, comment vous ne pouvez pas acquérir, même au-delà du fait que vous pouvez le payer une fortune, mais pour lui, c'est invivable. C'est la personne, vous allez lui faire quelque chose qui est atrophiant. Il faut comprendre que c'est comme si vous achetiez un artiste de théâtre et vous lui dites ça y est, c'est fini, tu joues une fois dans l'année, basta. Bon, je te paye le prix de l'année, il va mourir. Enfin, il ne va pas le supporter. Au-delà du prix, il ne va pas le supporter parce que faut comprendre que le fait de développer, au bout d'un moment, quand on est développeur, ça devient un plaisir et ça devient une nécessité. Et pour répondre un peu plus à la personne, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question parce que ça dépend de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont... Moi, j'ai des amis qui sont très, très bien. Mais globalement, à la sortie de 42, par exemple, c'est quoi le... On a à peu près 30-35% de gens qui vont aller soit créer une entreprise, soit être indépendants. D'accord. Principalement créer des entreprises. Et le reste, on trouve facilement du travail.
Ah non, mais il y a pas de problème de travail. Il faut Non. que les gens comprennent qu'aujourd'hui, D'ailleurs, on est en on est pénurie. en chômage négatif sur le secteur. C'est Je crois plus qu'il y a compliqué que 50 ça. 000 postes à pourvoir Il y a encore maintenant. Donc, même un peu plus, on est plutôt dans les 70-100 000. On est peut-être Mais on même a dans aussi les des chômeurs. 70 000. Il y a quand même des chômeurs Ah parce oui, que, oui, non, mais ça, parce que c'est justement, le- on a formé des gens avec des anciens d'un ancien type de formation à ce vieux métier de geek du sous-sol, comme vous dites, et qui pose problème d'adaptation. C'est pas moi qui le dis. Non, non, mais- Je crois que si on se souvient bien, c'est vous C'est qui moi. l'avez dit. Non, mais Oui, cet ancien métier, disons, d'informaticien de traduction, Ouais. qui a eu besoin, hein, et qui a encore un peu besoin. On a quand même encore dans une démarche, et encore toutes les entreprises ne sont pas encore parfaitement informatisées. N'empêche, on en a besoin beaucoup moins. Et donc, dans cette catégorie-là, on a quand même encore un peu de chômage. Et on va encore en avoir pendant un petit moment, parce que on est dans la transformation d'un secteur. Donc, ça va prendre un certain temps. Mais après, moi, j'ai des amis, je connais des amis développeurs, des anciens étudiants, qui sont extrêmement heureux en tant qu'indépendants, et d'autres, non. Ça va dépendre. Et, Ouais, et ça des fois, dépend. et en plus, ça bouge dans le temps. Parce que des fois, ils démarrent indépendants, puis un jour, ils rencontrent une entreprise où ils sont super bien. Ouais. Tout va bien. Puis des fois, ils sont avec une entreprise où tout va bien, et puis au bout d'un moment, ils adhèrent plus au Mais projet. c'est surtout qu'ils ont quand même quelque chose de formidable qui n'est pas le cas de tous les profils d'étudiants français, c'est qu'ils peuvent avoir le choix. Ah oui, justement. aujourd'hui, il y a le C'est-à-dire choix. que C'est quand indéniable. on dit alors entre 50 et 100 000 du coup postes à pourvoir, il y a peu de secteurs en France où on est qu'on peut appeler chômage négatif, c'est probablement faux parce qu'il y a aussi du chômage, mais ils ont le choix et c'est pour ça aussi que ils peuvent demander à être bien payés. Voilà, bien sûr. et c'est pour ça aussi que parfois on entend dire qu'ils sont un peu des divas, qu'ils arrivent, moi pour en avoir autour de moi, je sais que c'est le cas, qui peuvent arriver à midi dans l'entreprise et repartir à 16h, puisque de toute façon ils auront bossé le matin chez eux. Non, mais ça, Comment c'est- est-ce qu'on gère ça, Oui, c'est mais un autre sujet. c'est un autre sujet, mais c'est un sujet sur le Non, non. profil, sur ces Oui, mais profils parce nouveaux. que c'est aussi une Comment est-ce qu'on les gère c'est aussi une incompréhension de la notion de valeur ajoutée dans le travail. Si ça se trouve, de 10 à 16 heures, il a créé beaucoup plus que si vous l'aviez obligé à venir de 8 à 22. Oui, mais la hiérarchie dans une entreprise, c'est Bah, important. Mais bien On sûr, on ça en peut être parler, mais déstabilisant, en ça fait. peut. Non, mais c'est déstabilisant pour les autres profils de Oui, mais l'entreprise. C'est si la déstabilisant hiérarchie pour d'une les autres gens entreprise- qui sont là. Si la hiérarchie nuit à la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est la hiérarchie qui doit changer. Ah, Bien mais sûr, ça, mais- c'est bon. En fait, c'est en effet un Mais vrai ça, c'est enjeu de provocateur mettre en aussi, place mais- dans une boîte, Non, mais- surtout quand on a des équipes qui fonctionnent différemment en termes de hiérarchie, règles du quotidien au travail, de mettre en place un environnement en effet qui puisse s'adapter C'est quoi aux l'environnement populations de Non, mais développeurs. Avoir une piscine et- Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque Non. Ah non, on va peut-être finir juste. Oui, alors en fait, je pense qu'il ne faut faut pas penser de manière caricaturale non plus, Voilà. c'est-à-dire qu'en effet, sur les horaires de travail, la manière de travailler, les rituels, la hiérarchie, l'organisation, il y a beaucoup de différences. Et en fait, la clé, je pense que c'est d'avoir des personnes qui aient l'habitude de gérer des équipes techniques et de les organiser pour pouvoir en fait comprendre et adapter le mode de fonctionnement de l'entreprise. Et c'est vrai que nous, comme on avait 2 cofondateurs qui étaient des développeurs au début, aujourd'hui, là, on vient de recruter un nouveau directeur technique qui était l'ancien directeur technique de Expedia, eDreams et Klarna. Donc, il a un vrai savoir-faire sur la construction de très grandes équipes d'ingénieurs. Donc, en fait, il faut s'accompagner aussi pour être capable de structurer correctement un environnement de travail qui soit favorable pour les Il faut ingénieurs. être souple du coup. Et il faut être aussi. souple et Non, il faut mettre en place des change choses quand même. qui aient un sens. Je crois qu'il faut pas. C'est pour ça, la notion de dire faut être souple, faut pas être souple, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut s'adapter à son enjeu et à son objectif. Et c'est pas nouveau à l'informatique, ça. Hein. Que si vous prenez, moi j'ai connu, par exemple, quand on faisait de la publicité, les équipes de créatifs de publicité, si vous essayez de les faire arriver à 8h, partir à 17h, ça marchait pas bien. Hein. Ah oui, Donc, c'est ce qu'on donc- voit dans 99 francs. par Non mais exemple. il y a un moment donné, Non, mais- il y a un moment donné, si vous voulez, il y a une façon de travailler qui va dépendre. ok il y a certainement d'ailleurs dans toutes les entreprises en informatique, vous avez une partie prod qui a besoin d'être là tout le temps parce que ça marche. Qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête à 17h et que tous les informaticiens sont pas là? Bah non, il faut que et les gens qui ont pris le challenge de se dire je vais faire marcher ce truc-là où il y a 300 millions de connexions par jour, ben, je peux vous garantir, ils seront là à 3h du matin parce que ça fait partie de leur envie. Et vous ne serez pas obligé de les forcer, ils seront contents d'être là parce qu'ils adhèrent au truc. Maintenant, si à côté de ça, la personne qui est en train d'imaginer une nouvelle façon de produire, vous l'obligez à être là alors qu'il n'en est pas bien, vous allez bloquer sa créativité, donc tout le monde va y perdre. Donc dans une entreprise, il faut arriver à trouver la bonne valeur ajoutée. Et ce qui est important pour moi, Mais ça bouleverse les codes. Tiens, d'ailleurs, on est en train de voir derrière. bouleverse certains codes. Il y avait juste derrière les images de 42. Ben, là, voilà, on les voit. Les images de 42, il y avait écrit je peux pas, j'ai piscine, etc. Vous avez aussi bouleversé, on en parlait tout à l'heure, les codes
pas que vous, la plupart des formations pour devenir développeur bouleversent aussi les codes de la pédagogie, de l'éducation nationale au sens large. Vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, là on voit derrière, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est la piscine, comment est-ce que vous êtes une formation gratuite? Je rappelle qu'il y a énormément de formations gratuite dans la grande école du numérique, donc ça aussi c'est quand même quelque chose à dire. La piscine, les points d'expérience, je crois, comme dans les jeux vidéo pour progresser au sein de l'école. En fin de compte, ça part Pourquoi quand même. Vous avez changé déjà aussi Alors, les codes classiques. Pourquoi on a changé? C'est tout simplement parce qu'il y a besoin de changer parce qu'on n'a pas le même objectif. Le système éducatif, classiquement, il est fait pour transmettre des connaissances. Nous, on pense que transmettre des connaissances, ça sert à rien. On pense que savoir, moi je dis à mes étudiants en dernière année, savoir, ça sert à rien, c'est dangereux et ça rend idiot. Okay, donc c'est la première chose que je dis. Parce que vous estimez que le savoir est déjà disponible partout sur Internet. J'estime que le savoir n'a plus besoin j'estime que le savoir est très facile d'accès. J'estime que c'est dangereux de le sédimenter parce qu'il change tout le temps et que nous, en tant qu'êtres humains, on a beaucoup de mal à évoluer. Et dernièrement, le fait de trop savoir réduit notre capacité à prendre des risques et à innover. Donc ça, c'est vraiment notre point de vue. Alors, à 42, on pense que pour apprendre, dans ce métier-là, il faut être dans la zone de plaisir. Donc 42, c'est pas. D'abord, ça s'appelle pas l'école 42, ça s'appelle 42 tout court. C'est un jeu. C'est un espace de développement personnel. Donc c'est un espace dans lequel on joue et on a repris les codes classiques du jeu. Donc il y a des points d'expérience, il y a des levels, il y a des médailles. Donc les points d'expérience, c'est ce qui se passe un peu quand on est en jeu vidéo. Oui, c'est non mais si vous voulez, moi je dis toujours. J'explique pour ceux qui connaissent. Voilà, pour une très grosse caricature de 42, c'est World of Warcraft où on a enlevé les donjons et mis des projets informatiques. Donc c'est un jeu vidéo fait pour des jeunes qui comprennent ces codes-là, dans lequel on va, au lieu d'aller buter des monstres, eh ben on va résoudre des problèmes technologiques compliqués parce que c'est plus marrant que buter un monstre. C'est vrai que c'est plus marrant que de buter un monstre. Alors, il y a quand même donc, cette fameuse piscine. Au départ, quand on arrive à 42, il y a une épreuve qui dure à peu près 4 semaines. Exactement. Où on est tous, les uns, les autres, en compétition. Il y a des gens qui dorment par terre. Alors, on est dans quelque chose de très compliqué parce qu'on est dans une sorte de coopétition. Parce qu'à la fois, on est en compétition mais avec ses voisins. Le jeu devient quand même un vrai épisode de travail qui peut être harassant. Il y a des gens il y a des gens qui n'en reviennent pas de votre piscine. Il n'y a pas des gens qui reviennent pas. Nous n'avons pas encore eu de mort. Non, mais il y a des gens pour lesquels il y a des gens pour lesquels c'est très compliqué, vous les mettez en compétition difficile, donc là on sort un peu du jeu quand même. Je crois pas du tout. Je crois que c'est exactement un jeu, c'est toujours une forme de compétition, autrement on ne s'amuse pas. Et c'est toujours un challenge. Je ne connais pas un seul jeu dans lequel il n'y a pas de notion de compétition, parce que justement c'est ennuyant, il faut se donner un objectif, le dépasser. Et l'intérêt c'est qu'au lieu d'être en une compétition individuelle, on est dans une compétition où il faut s'allier avec des gens, travailler avec eux, co-inventer. C'est exactement ce qu'on fait dans toutes les structures. Donc on les met directement dans l'environnement qui sera le leur et qui est un environnement qui est générateur de créativité, qui est générateur de cohésion entre eux. Moi je connais des étudiants qui ont fait des piscines donc à Epita avant, parce que j'ai géré des piscines à Epita, qui 20 ans après en parlent encore. Parce que c'est au-delà de la simple phase de sélection, c'est une phase de rencontre des gens où on va se dépasser et on va. C'est un peu comme un stage commando, c'est-à-dire qu'on va aller se confronter à soi-même avec les autres. Donc on a une espèce de cohésion et au final, les gens qu'on part en piscine, les 2 tiers des gens qu'on va refuser, finalement, ils sont bien conscients que ce n'est pas fait pour eux. C'est-à-dire qu'on va se confronter à sa propre limite et donc il y a des gens qui au bout d'une semaine ou 2 se disent non, c'est pas possible, c'est trop dur pour moi. Il y en a d'autres. Oui, mais du coup ils se disent celui qui continue, c'est qu'il a des qualités que j'ai pas. Je rappelle juste que vous pouvez continuer à poser vos questions sur les pages Facebook du Figaro et du Figaro étudiant. On est ensemble encore une dizaine de minutes. J'ai vu tout à l'heure, selon une étude qui avait été publiée par le site Stack Overflow, qui avait donc sur 1700 je crois développeurs à peu près, qui avait 91% de développeurs hommes, que c'était un métier donc très masculin. Est-ce que c'est des chiffres que vous vérifiez chez vous? Est-ce que effectivement, Agnès Bazin de chez Doctolib, je rappelle, est-ce que vous avez surtout des mecs qui sont développeurs? Est-ce que c'est difficile de trouver des filles? Et pourquoi selon vous, on verra ça aussi ensemble après avec vous Nicolas Sadirac, mais pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas de femmes dans ces métiers-là, comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres métiers d'ingénieurs? Alors, donc chez Doctolib, nous avons 2 développeurs féminines dans l'équipe. D'accord. Donc, qui s'appellent Mélanie et Mélanie en sur plus. 50, ça fait donc, qui s'appelle Mélanie et Mélanie. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il fallait les trouver, Mélanie et Mélanie. C'est pour ça qu'il y en a si peu. Ils ont décidé qu'ils recrutent que des Mélanie. Alors ça, c'est aussi chez Doctolib, c'est très particulier de recruter que des Mélanie. Personne ne fait ça. Ça donc, complique on met la barre très haut. Donc non, en effet, sur les métiers d'ingénieur, de développeur, il y a peu de femmes, mais c'est un objectif. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de communautés de développeurs féminines
qui se mettent en place et dans lesquelles, bien sûr, on veut pouvoir participer. Et après, nous, on arrive quand même à avoir une équipe tech dans laquelle il y a plus de femmes, puisque sur les métiers du produit, de la gestion de projets techniques, on retrouve quand même plus de femmes que dans les métiers tech. Donc ça fait, si vous venez chez Doctolib à l'étage de la tech, vous ne verrez pas que des hommes, plutôt un quart de femmes. Mais c'est vrai que sur les métiers d'ingénieur, c'est quand même une majorité masculine. Ouais. Et elles, qu'est-ce qu'elles vous racontent? Parce que du coup, elles évoluent dans un univers qui est assez masculin, etc. Comment ça se passe? Après, je pense qu'elles le vivent très bien, parce que depuis l'école ou leur précédente expérience professionnelle, elles ont l'habitude. Et en fait, ça apporte aussi beaucoup de valeur d'avoir de la diversité dans les profils, que ce soit d'avoir des femmes ou aussi des personnes qui ont des expériences différentes, qui sont autodidactes, qui ne sont pas autodidactes, etc. Donc, plus il y a de diversité dans les profils, plus c'est intéressant. Aussi, on essaye d'introduire des profils qui ne sont pas forcément français, qui viennent de l'étranger, qui ont des expériences dans d'autres types d'entreprises. Et bien sûr, c'est à chaque fois qu'on peut introduire de nouvelles expériences et de nouveaux profils, ça apporte beaucoup aux équipes. Je crois qu'il y a en règle générale à peu près 30% dans les écoles d'ingénieurs globalement, 30% de femmes, quasiment principalement dans les écoles d'agro. Donc en fait, ça suit la tendance. C'est vrai, dans les écoles d'agro, ça arrive jusqu'à 70%. Donc ça suit une tendance assez globale finalement, les écoles de développement informatique. Là-dessus, sur ce point-là, vous n'avez pas réussi à casser les codes. Non, là vous vous trompez. C'est bien, ça ne suit pas, c'est bien pire. Globalement, le secteur de la formation des écoles informatiques, on est autour de 7%. D'accord. Donc c'est une situation qui est catastrophique. On a à 42 l'avantage d'être un peu au-dessus puisqu'on est autour de 13%. Mais c'est pas tellement lié à un effort qu'on ait fait ou à quoi que ce soit. C'est plus lié au fait qu'on a un recrutement qui est plus large, donc d'accès. Donc on limite moins par un système de prépa classique ou dans lequel il y a déjà moins de filles. Mais au-delà de ça, on a un vrai problème général qui est un problème culturel très profond, qui est très jeune, contrairement à ce qu'on croit. C'est plutôt dans la zone 12-15 ans que ça se situe. On sait qu'il y a un marquage fort. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas en train de s'améliorer, c'est plutôt en train de se détériorer. Beaucoup de gens font énormément de choses. Il y a énormément d'actions. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça n'a pas l'air de fonctionner. C'est compliqué parce que c'est une espèce de truc qui se mord la queue, parce que forcément, vous avez une population avec 90% de garçons, comme vous dites. Du coup, les filles se sentent pas à l'aise, parce qu'elles se sentent pas légitimes, alors qu'elles réussissent tout aussi bien. Vous voyez, pas ni mieux ni moins d'ailleurs au passage, parce que nous à 42, on a essayé de faire une étude pour voir si, avec nos data, on arrivait à déterminer si c'est une fille ou un garçon. On ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a candidaté, on ne sait plus dire si c'est une fille ou un garçon. Par contre, il n'y a que 10% ou 13% de filles qui candidatent. Voilà. Et ça, c'est social. Il y a un gros travail sociétal à faire. Il y a un gros travail d'image, parce qu'on reçoit aussi beaucoup de jeunes filles. Donc on a beaucoup de jeunes filles de collège qui viennent, et quand elles viennent à 42, après elles disent « mais c'est pas du tout ce que j'imaginais ». Parce qu'elles ont toujours cette image du vieux métier de geek. Elles se disent « putain, c'est dans un sous-sol, et moi j'ai pas envie d'être dans un sous-sol ». Oui, il y a une image quand même très répandue. Quand elles le font, quand elles le vivent, elles sont très surprises. Par contre, elles n'arrivent pas à le communiquer en général. C'est-à-dire qu'elles sortent de là en se disant « tiens, finalement, c'est possible pour moi de faire de l'informatique parce que c'est pas ce que j'imaginais », mais elles n'arrivent pas à le transmettre à leurs copines. Donc on n'a pas cet effet viral, et on a un gros travail collectif important à faire comprendre ça. C'est un métier qui est créatif, c'est un métier ludique, c'est pas du tout ce métier qu'on imagine, et il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de filles que de garçons. C'est pas un métier de matheux, parce que beaucoup de filles, c'est un truc de maths. C'est intéressant que vous soyez venu aussi Donc, expliquer que ce métier-là, qui fait quand même fantasmer, où il y a de l'emploi, etc., n'est pas un métier justement c'est trop pas un métier technique. de matheux. Vous en parlez comme un art, mais parce que c'est le vôtre. Non, mais c'est aussi. un art. Moi, je suis convaincu, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Il y a tout un ensemble de gens qui militent pour faire reconnaître le fait de coder comme un art primaire. Et moi, ce que j'essaie de dire aux gens aujourd'hui, c'est vraiment, par rapport à un passé académique classique, il n'y a aucun moyen de savoir si on va faire un bon codeur ou pas. D'accord. Donc, justement, à partir de ce passé académique classique, il y a Sophie qui nous pose une question. Je rappelle que vous êtes en direct sur les pages Facebook du Figaro et du Figaro étudiant, et que vous pouvez nous poser toutes vos questions. On est avec Agnès Bazin, qui est responsable des ressources humaines de Doctolib, et Nicolas Sadirac, qui est cofondateur de 42 et non pas de l'école 42. Bravo. Je suis désolé, j'ai retenu. Donc Sophie qui nous demande si on peut devenir, mais je sais ce que vous allez me répondre, tous les deux d'ailleurs, si on peut devenir développeur avec un bac L.
On peut devenir développeur avec un bac L ou sans bac L. Ou sans bac. Ou sans bac du tout. Sans bac. Est-ce que vous avez des profils sans bac chez Doctolib? Oui, tout à fait. On C'est a vrai des profils qui sont purement autodidactes et qui n'avaient même pas le DAG. Et d'ailleurs, sur des postes parfois les plus techniques, sur la production par exemple, on a... Pour vous dire, Et ça ne pose pas de problème de management, de ne pas avoir suivi des cours normaux, de ne pas avoir suivi des cours avec des profs. Mais c'est pas le fait d'avoir le bac qui fait que le management se passe bien. Ça, c'est sûr et certain. Ça peut apprendre. Ce que je veux dire, c'est que ça peut apprendre d'avoir suivi une formation plus classique. Ça peut apprendre une forme de hiérarchie aussi. Oui, en fait, comme la hiérarchie et le principe de hiérarchie est quand même assez différent puisque c'est organisé en équipe agile où chacun des métiers sont représentés. Donc il y a des développeurs, il y a des gens de production, du design et du produit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on va juste finir peut-être avec... Donc une équipe, nous on appelle ça des équipes, enfin ça s'appelle des feature teams en anglais, mais c'est en fait ce sont des petites équipes agiles qui sont dédiées à une seule cause, par exemple pour nous l'expérience patient. Et en fait, on casse les murs entre tous les métiers, on met tous les métiers dans une petite équipe qui fait moins d'une dizaine de personnes où tous les métiers sont représentés. Et grâce à ça, on va leur permettre d'être autonomes de l'idée de fonctionnalité qu'on va vouloir apporter. Par exemple, une fonctionnalité qui permet de mieux informer un patient en amont de son rendez-vous. Donc, ils vont, depuis l'idée jusqu'à la mise en production, au sein de cette équipe, pouvoir gérer tout le projet de manière autonome. Et donc, l'idée d'hiérarchie dans cette équipe n'est pas tellement présente puisque c'est plutôt une idée de collaboration entre différents métiers qui vont œuvrer sur un même projet. Exactement. On a besoin de hiérarchie quand on oblige les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Quand les gens sont drivés... On a besoin de hiérarchie, a priori, dans toutes les entreprises. Bah non, il y a plein de hiérarchies. Moi, j'ai eu plusieurs startups où il n'y avait pas de hiérarchie du tout. Et comment vous fonctionnez? Qui prend les décisions? Il n'y a pas besoin de prendre des décisions. Le collectif, c'est prendre une décision. On se pose autour d'un truc en disant on veut réussir ça, et les gens vont s'agréger autour, ça marche tout seul. Et au passage, on a fait ça pendant des siècles et des siècles. Ça a marché très très bien. Cette histoire d'hiérarchie, elle est arrivée à deux endroits, quand on a fabriqué des armées, dans l'église, mais avant, on était des clans et on discutait et on se mettait d'accord autour d'une table. Quand on a vécu pendant 400 000 ans, comme sans hiérarchie. Donc il faut arrêter de penser que la hiérarchie est quelque chose de naturel. Si vous prenez l'histoire de l'humanité, la hiérarchie n'est pas naturelle. C'est venu dernièrement parce qu'on a organisé les ressources et qu'on a commencé à se battre parce qu'on n'avait pas assez de ressources. Mais dans un environnement où on a assez de ressources, où on a des gens intéressés à ce qu'ils font, il n'y a pas besoin d'hiérarchie forte. Il y a besoin d'un peu d'ordre, il y a besoin d'un leader. Ouais, ce qu'on appelle un leader. Peut-être les personnes qui sont en entreprise, ce qu'on appelle un leader, il y a quand même qui vont pouvoir quand même. En fait, il y a quand même un système de hiérarchie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a bien sûr des personnes qui dirigent l'équipe technique, des personnes ou un comité qui dirige la stratégie produit, et ensuite, en fait, il y a des rôles et donc la manière dont tu es organisé, il y a des rôles de personnes qui sont beaucoup plus destination à encadrer et faire monter en compétence les équipes et qui donc ont le rôle de ce qu'on appelle traditionnellement un manager dans les autres équipes, mais qui sont plutôt des coachs, etc. Et donc, en fait, ils ont un rôle qui est différent et tous les ingénieurs ne sont pas forcément intéressés par le fait de devenir... Nous, on appelle ça engineering manager, donc c'est un poste en fait de personne dont le métier principal est de faire grandir les développeurs de son équipe pour réussir à leurs résultats. Et donc en fait, ce métier-là, ça intéresse pas forcément tout le monde puisque c'est pas exactement le même savoir-faire, le même intérêt de fédérer, construire et développer une équipe plutôt que de participer à des projets techniques. Et donc du coup, il y a des rôles et on peut quand même, pour une entreprise classique, rentrer dans un mode de fonctionnement dans lequel on aura un organigramme qui sera assez similaire à une équipe. En revanche, le fait d'être manager ou chef d'équipe n'aura pas du tout la même signification que dans une équipe commerciale, par exemple. Mais on comprend bien que tout ça, en tout cas, est en train de bouger. J'avais peut-être, il nous reste juste 2-3 minutes, mais j'ai juste une dernière question. Je crois que vous avez ouvert une succursale ou une salle, une 42 aux États-Unis, je crois que c'est dans la Silicon Valley, il y a 2 ans. Vous prévoyez où vous avez ouvert en Chine Non, on n'a pas encore ouvert en Chine. Par contre, vous prévoyez d'ouvrir en Chine? On va ouvrir très vraisemblablement. Voilà, on va ouvrir très vraisemblablement on va dire pas mal de 42 un peu partout. Mais je voulais juste savoir rapidement si en France on est dans les clous. Est-ce que en France on sait former de bons développeurs? Est-ce que les Américains rigolent un peu de nous? Est-ce qu'on est à peu près dans ce qui se fait de bien en Europe et dans le monde? Ou alors on a encore beaucoup à progresser? Non, on est très certainement dans ce qui se fait de mieux. On a certainement un problème de volume. Donc on a un problème sur le volume. On a aussi, je pense, un problème sur la diversité. C'est-à-dire qu'on est très 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 pointu sur certains domaines, mais on est absent sur certains autres. Et je crois surtout je crois qu'il y a quelque chose qui a changé il y a 4-5 ans.
en France d'une façon D'accord. générale, avec Ouais. la French Tech, avec tout un, qui fait qu'aujourd'hui, on est de plus en plus regardé, reconnu, et beaucoup de gens, je reviens de Berlin, j'étais à Berlin et à Londres dernièrement, beaucoup de gens sont très, je veux pas dire, sont très curieux de ce qu'on est en train de D'accord. faire et se posent des questions, voient des choses fleurir partout avec des choses qu'ils comprennent pas, qui créent Ouais. plein de nouveautés. Et c'est pas seulement dans les développeurs, mais tout l'écosystème start-up, créatif, même les... Bah, Doctolib en Ouais. est Doctolib, un mais bon même- Nous, on exemple. est basé à Paris et à Berlin Voilà. et on Ouais. vient d'annoncer l'ouverture d'un centre d'ingénieurs à Berlin également, mais notre siège et les plus grosses équipes resteront à Paris. Ouais. Et il y a une Donc vraie la il y Silicon a Valley une- n'est pas tout quoi. En France, on a quand même du. La Silicon Valley on a quand même de quoi. un sacré avance, Oui. faut pas oublier. Mais aujourd'hui, même des acteurs. Je sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a l'un des PDG de Cisco qui dit les prochaines choses arriveront vraisemblablement en Europe et certainement en France. Donc il y a aujourd'hui une effervescence, ou en tout cas quelque chose qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens regardent sur ce qui se passe en France, sur le mode de management. Par exemple, typiquement, le mode de management des startups françaises est assez différent des startups allemandes, et beaucoup de startups allemandes regardent. Il y a beaucoup de... Et là, on parle justement alors là, de monde en termes de Ouais, hiérarchie et d'organisation assez fluctuant. Et donc, il y a quand même une vraie, je dirais, une vraie touch française, une vraie façon de faire qui produit des choses très innovantes qui, en fin de compte, on est en train de décaler finalement la chaîne de valeur de moins en moins vers la prod et la fabrication en volume, mais de plus en plus vers la créativité. Et là-dessus, la France a un vrai avantage concurrentiel et un vrai, je pense qu'il y a une stratégie à adopter parce qu'on le sent qu'on n'est pas loin et beaucoup de gens le sentent. D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Ça fait plaisir en Merci. tout cas. Vous êtes tous les deux J'espère. d'ailleurs très enthousiastes par rapport à ça. C'est très agréable dans un métier, on rappelle, qui recrute et qui continue de recruter beaucoup. On disait entre 70 et 100 000 postes à pourvoir de développeurs informatiques. Alors allez-y, courez. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Facebook Live. Et merci à vous, Nicolas. Merci beaucoup à vous, Agnès. Et on se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir.